À qui suis-je attaché? À Dieu? À la patrie? Au peuple? À l'individu? Ma réponse est aussi ridicule que sincère. Je ne suis attaché à rien sauf à l'héritage décrié de Cervantes. Milan Kundera vogue au milieu de sa vie. Et le roman, cet héritage de Cervantes dont il parle, est devenu sa seule passion, l'objet de sa créativité et le thème principal de sa réflexion. Contraint par le destin à vivre une odyssée, il n'est plus tchèque, il n'est pas encore français, il est romancier. Il n'a plus d'autre foyer que son art. Il largue les amarres et part à la conquête d'une œuvre novatrice. Je suis attiré par la fantaisie déchaînée, onirique, absolument libre, irresponsable. Et d'autre côté, je suis de la même façon attiré par le contraire, à savoir par une analyse froide, par une description cruelle de la réalité. Et pour moi, c'est toujours un problème extrêmement difficile de joindre ces deux choses qu'on ne peut pas joindre, des fantasies et de la lucidité. It's very interesting for me to see how Milan Kundera, as he deals with heavy subjects, power, history, the burden of history, memory, all these, the atmosphere, within that atmosphere, human relations, you know, seemingly small, seemingly mundane, seemingly ordinary human relations about the desire to be loved, you know, but how love always eludes us, about sexuality, how we're obsessed with, you know, the minute things in life when such big, big things are happening around us. Qui est donc cet exilé, romancier un peu énigmatique? Comment ce Tchèque d'origine est-il devenu l'un des plus grands écrivains français? Nous sommes au début des années 60. L'ouverture politique en Tchécoslovaquie est accompagnée d'un souffle de liberté créatrice. Milan Kundera enseigne la littérature à l'école de cinéma de Prague. Certains de ses élèves sont les jeunes cinéastes qui vont participer à la nouvelle vague tchèque. Miloš Forman, Jaromír Jireš, Ivan Passer, Jiří Menzel, Vera Chytilova. Ils introduisent un foisonnement d'inventions formelles pour dénoncer les mensonges et le manque de liberté de la société dans laquelle ils ont grandi. Lvo, hele, něco jsem našla. Co to je, nevíš? Ne. 60. léta to byl zázrak.
po té poušti, která byla v 50. letech, kdy bylo všechno zakázané, tak 60. léta to byl úžasný rozvoj kultury. To byla nejenom nová filmová vlna, ale to bylo v celé kultuře, v literatuře, ve zpěvu. Najednou se spousta věcí směla. A my jsme tím žili. My jsme byli šťastní. Co bylo ze všeho nejdůležitější, že z těch komunistů se stali reformní komunisté. A to byla generace, která byla o 20 let starší než my a ty přinášeli úžasné věci do kultury. La culture s'est progressivement émancipée des contraintes idéologiques et finalement elle a contribué par sa diffusion dans la société à désagréger, à dissoudre la structure communiste. En 1967, au Congrès des écrivains tchécoslovaques, les auteurs manifestent leur désaccord total avec la ligne politique du parti. Et Milan Kundera prononce un discours qui lui vaudra une procédure disciplinaire. Ten projev byl založen na představě, že naše státnost, naše státní existence, naše státní samostatnost není samozřejmá. A že my musíme zdůvodnit právo na ten samostatný stát kulturními činy. C'est le problème des petites nations. Ce sont des petites nations dont l'existence ne va pas de soi. Et donc, ce sont les petites nations qui doivent en quelque sorte, entre guillemets, justifier leur existence par l'apport qu'elles font à la culture européenne ou à la culture universelle. C'est pas du tout l'idée de la fermeture sur l'identité, c'est au contraire l'idée que la culture des petites nations contribue à la richesse de la culture européenne. En dehors de ses cours et de son engagement aux côtés des écrivains, Milan Kundera travaille d'arrache-pied sur son premier roman. Il y met ses tripes. C'est l'histoire d'une blague estudiantine qui, en temps normal, n'aurait aucune conséquence. Sauf que l'histoire est située en 1949, après la prise du pouvoir par les communistes en Tchécoslovaquie. V roce 67 vyšel jeho žert. A to byla rána. Protože on to napsal v 65. roce. To bylo něco neuvěřitelného. On zúčtoval s komunismem po roce 48. Ludvík, le héros, est un jeune étudiant épris de la belle Markéta, qui, au lieu de partir avec lui en vacances, s'en va à un stage de formation du parti. Dépité, frustré, jaloux, Ludvík lui envoie une carte postale où il écrit « L'optimisme est l'opium du genre humain. L'esprit sain pue la connerie. Vive Trotsky, ton Ludvík. » Cette plaisanterie va gâcher sa vie. Předkládám vám návrh výboru na vyloučení Ludvíka Jána jak ze strany, tak z fakulty. Pro takové není místo na našich vysokých školách. Žádám, abyste svůj názor vyjádřili hlasování. Même Markéta, après une légère hésitation, lève la main. Ludvík écopera de 7 ans de travaux forcés. Le caractère de notre histoire était assez drôle. Et il a, d'après mon avis, il a un caractère tragique-grotesque. Nous avons vécu vraiment une
une grande plaisanterie de l'histoire. Alors, c'est autre sens de cette notion, la plaisanterie. Ten žert je jedna z nejlepších diagnóz vlastně totalitarismu. Že v tom totalitarismu nemůžete ani žertovat, ale nemůžete se ani pomstít, protože každá ta pomsta se stává žertem a každý ten žert se proměňuje divné ve vraždu, se proměňuje v něco strašného, v hrozný trest. V tom románu je hluboký ten závěr, kdy on vlastně, ta lidová hudba, ta lidová hudba najednou, které se ty komunisti zmocnili a vlastně ji zneužívali, tak on ji tam najednou objeví v tom existenciální věčné formě. To považuje za nejúžasnějších finálů, happy end v závěru románu, že vlastně on tu lidovou hudbu jim veme trošku, že vlastně ona patří na stranu té existenciální lidské dimenze. Dans son roman, Milan Kundera décrit avec recul et ironie mordante une époque qu'il a connue lorsqu'il avait 20 ans. Il est né en 1929 à Brno, au cœur de la Tchécoslovaquie. Une jeune démocratie issue de la désintégration de l'Autriche-Hongrie. Ses parents sont très cultivés. La villa familiale, remplie de livres, résonne de musique. Sa mère, Milada, travaille au Conservatoire national de Brno. C'est là qu'elle rencontre son futur mari, Ludvík, membre du Parti communiste tchécoslovaque, mais aussi excellent pianiste et assistant de Leoš Janáček. Ludvík Kundera deviendra le premier recteur de l'Académie de musique de Brno. Très tôt, Milan est initié au piano par son père. To bylo obdivuhodný. On prostě hrál na klavír takový ty, co tenkrát se ještě u nás nehrálo, takový ty západácký formy, jo. To nebylo nic konkrétního, ale prostě mlátil do těch kláves, prostě ty prsty mu tam jenom jezdili po té klaviatuře, úplně jako virtuózním způsobem. To klasické gymnázium obsadili Němci a tím pádem jsme se my museli vystěhovat. Dès ses 15 ans, Milan lit Marx, Kafka, Sartre, Camus et le grand poète tchèque Nesval. Milan musel být velmi sečtělý, on už jako v době gymnaziálních musel číst fůru těch autorů různých filozofických, o kterých jako se mě třeba ani nesnilo. Après la libération, Milan est rédacteur en chef du journal du lycée, orienté très à gauche. Communiste comme son père, avant même de passer son bac, Milan adhère au parti en janvier 1948, un mois avant le putsch communiste. Nous étions envoûtés par l'histoire. Nous étions ivres d'avoir monté le cheval de l'histoire. Ivres d'avoir senti son corps sous nos fesses. Si on veut comprendre
l'histoire de l'après-guerre, il faut comprendre comment, dans un pays comme la Tchécoslovaquie, le Parti communiste, dans des élections en mars 1946, a obtenu 40% des voix. Il y avait 1,5 million de membres. Puis en 1948, au moment où le parti va prendre le pouvoir, il y a déjà plus de 2 millions de membres. Quand vous sortez de la guerre, après la destruction phénoménale de l'Europe qui a eu lieu, vous n'avez pas envie seulement de faire quelques réformes, vous voulez une rupture. Et donc il y a une génération qui a été attirée par cette idée de la rupture, les lendemains qui chantent, etc. Quand s'ouvriront les cellules, il en sortira plus fort, plus jeune. De la profondeur de ses yeux jaillira la lueur des fenêtres du Kremlin. Je le vois déjà. Il marche au premier rang. Quand le parti le rappelle à la grève, j'entends sa voix dans les chants des manifestations. Avanti popolo. Au combat encore. Jeune poète ardent, Milan Kundera arrive à Prague. Il va étudier à l'école de cinéma, dans la section écriture de scénario. Il est fasciné par la capitale. La vie s'ouvre à lui. On était au printemps et il faisait du soleil. Il descendait les rues jusqu'à la Vltava, puis flânait le long des quais. La galaxie des 5 heures de classe était loin, et seul un petit cartable marron contenant des cahiers et un manuel l'y rattachait encore. Il arriva au pont Charles. La double rangée des statues au-dessus de l'eau l'invitait à passer sur l'autre rive. Il plongeait son regard dans les yeux de la fille blonde et il savait qu'il ne devait pas se prêter au jeu truqué qui fait passer le provisoire pour l'éternel et le petit pour le grand. Qu'il ne devait pas se prêter au jeu truqué qui s'appelle l'amour. Navrhujeme, aby za odstoupivší ministry byla vláda doplněna novými lidmi. En février 1948, le putsch communiste usurpe le pouvoir et balaie le multipartisme et la tradition démocratique tchécoslovaque. En 1949, dans une lettre à un ami, l'étudiant Kundera éreinte avec humour l'incompétence d'un dirigeant communiste. C'est sans compter avec la surveillance de la police politique. Il est exclu du parti. Les années 50 seront terribles. Les procès politiques, orchestrés depuis Moscou, condamnent les ennemis de classe aux travaux forcés ou à la pendaison. Les accusés récitent des aveux fabriqués, appris par cœur. La peur, le doute, l'envie de vivre, tout se mélange, mais les illusions demeurent encore. En 1953, à 24 ans, Milan Kundera publie « L'homme, ce vaste jardin », son premier recueil de poésie engagée. Suivi d'un deuxième, le dernier mai. Il est réhabilité et réintégré au sein du parti. Beaucoup ont cru que le socialisme était l'avenir de l'humanité et ont très vite déchanté. Et d'ailleurs, le roman de Kundera, y compris La plaisanterie, c'est un roman, on peut lire ça comme le roman du désenchantement. Et donc c'est une génération, justement, à cause avec son désenchantement, qui a ensuite contribué en 1968 à essayer de donner un second souffle à l'idée du socialisme.
po 20 letech se začalo normálně mluvit s občany před nabitými velkými sály. Mluvilo se o politických procesech, o tom, co se všechno dělo špatně těch 20 let. A to byla nejkrásnější doba mého života. Kundera mezi tím dostal 2 velké ceny za to všechno, co mezi tím napsal. To už byl mezi tím i žert. To byl úžasně populární autor a všichni jsme ho milovali a on miloval své publikum a hlavně ženy. O tom také psal. Pas étonnant que les femmes soient éblouies. Il est devenu l'un des représentants de l'ouverture et son livre, La plaisanterie, est un best-seller dans son pays. Nous espérions construire le socialisme à visage humain. Et c'est là que nous est tombé sur la tête le drame de notre vie. Le 21 août 1968, l'invasion des chars russes en Tchécoslovaquie interrompt brutalement le processus de libéralisation. Cette occupation suscite des protestations dans le monde entier. En décembre 1968, Milan Kundera se rend à Paris pour la sortie de la traduction de La plaisanterie, chez Gallimard. Le livre connaîtra un succès triomphal. Aragon hat natürlich eine sehr wichtige Rolle gespielt bei der Einführung Kunderas in Frankreich. Er hat ja das Vorwort für den Roman Der Schätz verfasst, hat aber ganz klar die politische Lektüre hervorgehoben. Und er hat ja diesen Roman als Roman idéologique par excellence bezeichnet. Ideologique war für Kundera wahrscheinlich eher ein Schimpfwort, aber für Aragon war das eine Qualität. Je pensais toujours que j'écris un roman d'amour. Malheureusement, et surtout en étranger, ce livre est considéré comme un roman politique. C'est, d'après mon avis, tout à fait faux. Oui, d'ailleurs, enfin... Naturellement, cet roman d'amour, cet amour est tout à fait déterminé par les conditions historiques qui sont, d'après mon avis, tout à fait uniques et sans précédent. De retour à Prague, Milan Kundera ressent l'effet de la prétendue normalisation qui s'est abattue sur le pays. Progressivement, l'ouverture et la liberté créatrice disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. En 1969, Kundera perd son poste de maître de conférence à l'école de cinéma. Il ne peut plus publier. Et en 1972, ses livres sont retirés des bibliothèques. Il est surveillé et empêché de voyager. Je marchais sur ces pavés poussiéreux et je sentais la lourde légèreté du vide qui pesait sur ma vie. Secrètement, il continue pourtant à écrire. La vie est ailleurs, l'un de ses romans les plus réussis, sera publié à Paris en 1973. La vie est ailleurs, qui est un titre évidemment directement référé à une phrase slogan en quelque sorte de Rimbaud, une phrase mythique de Rimbaud, et le roman où il s'agit de démystifier ce poète et ces poètes.
Pour un Kundera plus mature, l'âge lyrique, c'est l'âge du pathos, c'est l'âge de l'erreur, des errements, et il établit une distinction assez nette, Kundera, et je crois qu'il faut la reprendre, entre poésie et lyrisme. C'est cette espèce de transformation de la poésie en slogan et du poète en vecteur d'une illusion lyrique qui est mise à mal, évidemment, dans ce récit. Et c'est parce que Kundera a été poète qu'il est aussi antilyrique. Ce roman raconte les errements d'un apprenti poète arriviste qui met dans ses poèmes engagés tout son élan narcissique et l'énergie de ses fantasmes de jeune puceau. Il se reprit à imaginer la scène. Il est dans la salle de bain et Magda est allongée toute nue devant lui, dans la baignoire. Et elle dit « Ne t'approche pas, va-t'en vite !» Mais elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas se défendre. Elle est aussi impuissante que devant la mort de son fiancé, parce qu'elle gît, emprisonnée dans la baignoire. Et il se penche sur son visage, sur ses grands yeux. C'est là où Kundera excelle, lorsqu'il saisit les motivations tragicomiques d'un jeune défenseur du régime. Kundera is not as interested in answers as he is interested in questions. And that is very close to my heart. I don't think a writer's job is to teach or preach or to, pass on her answers to the readers. And I don't like that kind of writing from above. A writer's job is to ask questions, including difficult questions, and open up spaces in which a variety of opinions can be heard in a fluid way. En 1975, Kundera est autorisé à quitter la Tchécoslovaquie. Il a obtenu une invitation pour enseigner la littérature comparée à l'université de Rennes. Quand j'étais en Tchécoslovaquie, je me sentais très cosmopolite. Et maintenant, quand je suis en France, au contraire, je me sens très, pas tchécoslovaque, tchèque aussi naturellement, mais je me sens très mitteleuropäisch, n'est-ce pas, de l'Europe centrale. Milan Kundera vlastně si vytvořil takovou tu plejádu té specifické středoevropské tradice, protože potřeboval nějakým způsobem představit sám sebe. Jo, rodí se v té Francii velice úspěšný spisovatel, o němž ale vlastně to publikum nic neví a my přece jen potřebujeme takové ty nálepky, zařazování. A tady Milan Kundera tou sérií esejí o střední Evropě tak vlastně vytvořil jakoby takovou tu plejádu těch svých předchůdců, kam patří Kafka, Hermann Broch, Robert Musil, Witold Gombrowicz. Milan Kundera et sa femme Vera déménagent bientôt de Rennes vers la ville dont Milan a toujours rêvé. À Paris, il devient directeur d'études à l'école des hautes études. Paris symbolise pour lui la grande culture française dont il débattait avec son père et tous ces auteurs qu'il lisait depuis son plus jeune âge. So hat Kundera eigentlich nie von Sartre gesprochen oder nicht von seinem für mich offensichtlichen Einfluss auf sein Werk. Zum Beispiel eben dieser Narzissmus bei seinen Figuren, das ist etwas, und der Blick des anderen, der eigentlich für meine Identität sehr wichtig ist, das sind alles eigentlich Themen, die man bei Sartre, für Kundera war vor allem der erste Sartre wichtig, der Sartre des Huis clos, der ersten
Essays und Roman, nicht der engagierte Schriftsteller der 60er Jahre, nicht der Marxist oder Maoist der späteren Zeit. Je suis en train de faire un livre sur la situation politique, sur le pouvoir. Dans les années 70, Kundera critique sévèrement Sartre et la littérature engagée, qui participe, selon lui, à l'abêtissement général. Est-ce le désir d'éviter aux autres ce qu'il a lui-même subi? Ou est-ce la volonté d'oublier son propre passé engagé? Si je me souviens de moi-même jeune, je ne ressens aucun enthousiasme, aucune nostalgie lyrique. Je me dis plutôt, ce crétin que j'étais, je n'aimerais pas le voir. Je ne vis pas en paix avec moi-même à l'âge de 20 ans. J'ai l'impression d'avoir été un imbécile absolu à tout point de vue. Et de là vient probablement mon attitude suspicieuse à l'égard de la jeunesse. La désillusion est un moteur puissant. Avec le livre du rire et de l'oubli, publié en 1979, et sa structure en variation, Kundera innove sur le plan littéraire. Mais il lève aussi le voile sur ce qui est en train de se passer dans son pays. L'oubli, c'est une grande énergie, disons, négative qui est capable d'absorber et dévorer tout. Et aujourd'hui, il y a des pouvoirs qui savent utiliser cette énergie négative qui organise l'oubli. Celui qui est visé, c'est le dirigeant tchécoslovaque. Kundera le baptise président de l'oubli. Le résultat est immédiat. Son pays natal lui retire sa nationalité. Aujourd'hui, à Prague, tout est plus ou moins manipulé, dirigé, surveillé et contrôlé par les Russes. Alors, dans cette histoire, il y a un paradoxe très intéressant. Ce sont les Russes qui ont privé un Tchèque de sa nationalité. Ce sont les Russes qui ont dit « tu n'es plus tchèque ». Kundera n'est plus tchèque et il n'est pas encore français. Il plonge dans l'écriture, son unique foyer désormais. Son nouveau roman sera le dernier à parler de l'histoire tchèque et deviendra un succès planétaire. L'insoutenable légèreté de l'être, titre que Kundera a imposé à ses éditeurs qui au départ n'étaient pas très chauds, si je puis dire, notamment aussi avec tous ces termes abstraits que Kundera mettait dans les titres. Il a été aussitôt très bien reçu en France, à l'étranger. Jeune, un peu intéressé par la littérature, donc tout le monde lisait Insoutenable légèreté de l'être, quoi. Et tout le monde ne jurait que par Céline, par Proust et par Kundera. Tous ceux qui étaient intéressés par le roman, il avait ce niveau-là de notoriété littéraire. Ouais, c'était une superstar. Et d'ailleurs, une adaptation du livre de la superstar est dans l'air. À cette époque, Miloš Forman tourne Amadeus à Prague. Miloš Forman introduced us to his teacher at the film school, Milan Kundera, through his books. We read several of his books, and the one that Miloš was very interested in was The Unbearable Lightness of Being. But he said it's impossible due to the political situation for me to do the film. I would never be able to come back into Czechoslovakia and see my sons who lived there. And therefore we contacted Phil Kaufman. We wouldn't get any permission to shoot in Prague because of the political subject of the book. So we focused on Paris instead. During the shooting of the movie, when we were at the Billancourt studios, I saw Milan go into the studio and look at the design.
And he said, I can't believe it. It looks absolutely like Prague. Are you only searching for pleasure? Or is every woman a new land whose secrets you want to discover? You want to know what she's going to say when she makes love? Or how she will smile? How she'll whisper, groan, scream. Milan Kundera est souvent reçu sur des plateaux de télévision. Grâce au succès du livre et du film, il se retrouve pris dans un emballement médiatique. Ce film a indisposé Kundera. Kundera avait autorisé d'une certaine façon Kaufman à couper. Il lui avait dit, vous allez couper, forcément. Mais il ne pensait peut-être pas qu'il allait casser la structure du roman, qui était une structure polyphonique. Or, le récit devient linéaire. Ça a pu donner lieu, de la part de Kundera, à toute une réflexion qui s'ajoutait à d'autres, sur l'adaptation, le rewriting. Donc tout est devenu détestation, les journalistes, les intervieweurs qui refont votre texte, les adaptations cinématographiques qui font une tout à fait autre œuvre, les traductions dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Donc c'est devenu une espèce de goutte, énorme goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà assez plein. Je connais peu d'écrivains qui soient contents d'une adaptation d'un livre, d'une partie de son œuvre. Je sais que Stephen King, il a détesté Shining de Kubrick. Bon, Shining, c'est quand même pas mal, je trouve, quoi. Moi, j'aurais été content que Kubrick fasse Shining si je l'avais écrit. Donc, de toute façon, oui, forcément, l'écrivain, il n'est jamais content. Kundera vit une situation paradoxale, comme souvent d'ailleurs. Le succès de L'insoutenable légèreté de l'être représente à la fois une fortune extraordinaire et un fardeau lourd à porter, en termes de médiatisation et de polémique sur la lecture de l'œuvre. Cette histoire tchèque, il en a assez. Surtout qu'entre-temps, il est devenu français. La France était toujours pour moi, disons, ma deuxième patrie, ma patrie spirituelle. Et si elle est devenue aujourd'hui ma première patrie, je suis vraiment très heureux. Merci. J'ai eu le fort sentiment que quelque chose s'était définitivement fermé, que je ne reviendrai plus à la thématique de l'histoire tchèque. J'étais de plus en plus possédé par la langue française. Dans mes cahiers, les observations sur la France devenaient de plus en plus nombreuses. Il y avait de moins en moins de souvenirs tchèques. Quand ma mère est morte là-bas en 1984, cela a coupé le dernier fil qui me liait à mon ancienne patrie. C'est à ce moment-là qu'un événement entièrement inattendu se produit. En 1989, le mur de Berlin s'écroule et, dans la foulée, la révolution de velours en cours à Prague met fin à 4 longues décennies de dictature. Lors de la fin de l'occupation de la Tchécoslovaquie, le sentiment d'une immense joie m'a envahi, mais aussi de la mélancolie. Pour moi, ce changement arrivait trop tard pour que je puisse et que je veuille encore une fois renverser ma vie.
encore une fois changé de chez moi. Milan Kundera ne reviendra pas. En revanche, ses livres commencent peu à peu à être publiés en République tchèque. Mladá generace tehdy jako vlastně chtěla objevovat tu literaturu, která do té doby byla nedostupná nebo hůř dostupná, a Kundera do toho patřila tím, že to byl vlastně napůl český autor, nebo my jsme tehdy ho brali jako českého autora, tak si myslím, že to byla jako první volba pro spoustu lidí, kteří jako objevovali literaturu jako takovou. Bohužel tam zůstává a zase zůstane ta věc, která je trošku nešťastná z hlediska fungování Kundery v tom českém prostředí, že ty romány prostě přicházejí do úplně jiného kontextu a jiné doby. Prostě nesnesitelná lehkost bytí je psaná v tom ovzduší přelomu 70. 80. let, reaguje na řadu věcí, tak jak tehdy byly. Ale my ji čteme v roce 2007 nebo 2010 a vlastně jenom ty první dvě prózy, Směšné lásky a žert, tak přišli v češtině do toho přirozeného kontextu. Všechno ostatní přicházelo jako pozdě a do úplně jiného kontextu. Il observait les jeunes filles qui toutes montraient leur nombril dénudé entre le pantalon ceinturé très bas et le t-shirt coupé très court. Il était captivé. Captivé et même troublé, comme si le pouvoir de séduction ne se concentrait plus dans leurs cuisses, ni dans leurs fesses, ni dans leurs seins, mais dans ce petit trou rond situé au milieu du corps. Mais comment définir l'érotisme d'un homme ou d'une époque qui voit la séduction féminine concentrée au milieu du corps, dans le nombril? I think there is a male gaze in Milan Kundera's writing all the way through, and that male gaze does not shift. So in a way, the man or the male gaze is the seer, the woman is the seen, and that troubles me. That doesn't mean his women are weak. It doesn't mean the women he portrays are passive. But the women are always the ones that are seen. So the male gaze is at the center. Cerné par les critiques, fatigué par sa célébrité, Milan Kundera s'est retiré de la sphère médiatique. Il écrit désormais directement en français et scrute la société mondialisée d'aujourd'hui, soumise à l'emprise d'images et de slogans publicitaires dont la diffusion est devenue planétaire. Et c'est là que surgit en 2008 une affaire difficile à démêler. Un jeune chercheur tchèque a découvert dans les archives de la police politique une note datée de 1950. Elle indique que l'étudiant Milan Kundera, responsable d'une résidence universitaire, a signalé l'arrivée dans l'immeuble d'un jeune homme inconnu. Dans un climat exacerbé par la peur, sa présence laisse supposer qu'il est en mission pour des services secrets occidentaux. Le soir même, le jeune homme est arrêté. Il va passer 13 ans dans un camp de travaux forcés. En République tchèque, l'information provoque un scandale et divise en profondeur la société. Les uns, gênés par des preuves sorties de leur contexte, s'insurgent contre ce genre de scoop, tandis que les autres demandent des explications à Milan Kundera. Milan Kundera, d'habitude très discret, a publié un démenti formel dans un communiqué. En France, à part 2 articles bien informés, on s'est contenté d'une défense tonitruante du grand écrivain, au prix d'une méconnaissance des circonstances de l'époque. Tant à Paris qu'à Prague, le traitement médiatique d'une information révélée 60 ans après les faits a empêché de comprendre que, dans une dictature, les choix sont limités. En refusant la complexité, on a refusé le débat. L'affaire a laissé des séquelles.
Kundera je takový jako nepřítomný otec té české literatury, že jako je to ta figura, kterou jako nejde obejít, všichni se k němu nějak jako vztahují, všichni potřebují se s ním nějak konfrontovat, ale je to jako opravdu, když otec odejde od rodiny, jo, a teď tam zbydou nějaký děti a jaký vlastně ty děti mají možnosti. Jako buď prostě potom tátovi budou toužit a budou ho jako obdivovat, i když je někde jako za kopečkama, moc vlastně nevíme, kdo to je, tak je to prostě ten chybějící otec, anebo vlastně se začnou bouřit a začnou mu to vyčítat, že jako se nestaral a nestará a nic neříká a vydává svoje knížky nejdřív tam a onde a na nás si nevzpomene. Encore une fois, Milan Kundera trouve le réconfort dans l'écriture. En 2011, Gallimard publie l'œuvre complète de l'écrivain dans sa mythique collection de la Pléiade, ce qui est très rare du vivant de l'auteur. Ce qui est tout aussi rare, c'est qu'aucun de ses écrits de jeunesse n'y apparaît. Kundera někde říká, že jedině autor může rozhodnout, co má být dílem a co se má spálit, aby zůstalo jen to dílo. Ale to přece není pravda. Velmi často celé Kafkovo dílo bylo určeno ke spálení. Že? A přežil jenom proto, že zradil Max Brod jeho závěť, abych citoval slavný Testamatraj Kunderovi. Že on chce od svého historického profilu odřezat určité části svého díla. On se dívá s nedůvěrou vlastně na tu svou českou část, ten svou českou identitu, protože ona je jakoby, tam je zabudovaný taky ten 1. máj a tohleto jeho, řekněme, lirické vzpomínky, které on nechce do toho svého díla vlastně pustit. Takže třeba v Plejádách se mu to podařilo prosadit, že tam tohle nebylo. A je to naprosto zbytečný, protože on je jedním z největších spisovatelů 20. století, bez ohledu na to, co psal mládí. Kundera fait donc désormais partie des classiques de la Pléiade. Mais son œuvre demeure résolument actuelle et stimule l'imaginaire d'une nouvelle génération d'auteurs. Je me suis inscrit dans la filiation de Kundera avec HHHH puisque son nom apparaît sur la première page, dans le premier chapitre. Si on lit superficiellement un roman de Kundera, on a l'impression souvent d'avoir affaire à un roman réaliste psychologique. Sauf qu'à un moment ou à un autre, ça bascule toujours dans autre chose, et dans quelque chose de pas réaliste. Et ce que j'aime particulièrement dans Kundera, et ce que j'ai fait dont j'ai peut-être abusé dans HHHH, c'est l'intervention de l'auteur, l'irruption de l'auteur dans la narration. Et oui, j'aime ça parce que il y a ce jeu avec la suspension d'incrédulité. In one of my earlier novels, The Bastard of Istanbul, there is a cafe that is frequented by intellectuals, writers, artists, and the cafe is called Café Kundera. That was a direct reference to Milan Kundera, of course, because many of the subjects that he dealt with in his writing, I could see that coming alive, all those layers in cafes, because in cafes people relax, they drink, they chat, and so you can unpack all those layers. And I wanted to refer to Milan Kundera's work by naming my cafe, Café Kundera. Le voyage d'Ulysse arrive à son terme. C'est la fin de la journée, l'instant chargé de mystère que Kundera affectionne, quand le ciel éclate de toutes les nuances de pourpre. Notre voyageur revoit tout son périple. Partagé entre deux pays, il a préféré s'attacher à une patrie imaginaire, héritée de Cervantes, le roman, à qui il a confié tous ses secrets. Puis tout à coup, nous voyons notre propre mort devant nous. Et il est impossible de l'écarter de notre champ visuel. Elle est avec nous. Et puisque l'immortalité est collée à la mort, comme Hardy à Laurel, on peut dire que l'immortalité est avec nous, elle aussi. À peine avons-nous découvert sa présence que nous commençons fiévreusement à prendre soin d'elle.
Nous lui commandons un smoking, nous lui achetons une cravate, craignant que costume et cravate ne soient choisis par d'autres, et mal choisis.